Ouais, ça fait un bout de temps qu'on s'était pas vu. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que vous attendez depuis très longtemps. Mais je parle pas forcément de cette vidéo, je parle du sujet de cette vidéo, de The Witcher. Et quoi de mieux pour l'arrivée de la saison 2 que de parler des créatures de la première? Déjà parce que je suis pas du tout au courant de celles qui vont arriver dans la saison 2, donc ça aurait été compliqué de vous faire une vidéo dessus. Mais aussi, du coup, tout simplement pour que vous soyez au point, parce que ça remonte à 2 ans quand même. Donc voilà, on va se remémorer un petit peu ce qui s'est passé dans la saison 1, en tout cas au niveau des créatures. On va un petit peu mieux fournir notre bestiaire, et puis écoutez, bah rien en fait. Bien sûr, on pourra pas passer 10 minutes sur chaque créature, mais ça, vous vous en doutez quand même. Et maintenant, trêve de bavardage, c'est parti. La Kikimore. La première créature qu'on voit dès les premiers instants de la série, dès la première minute, c'est la Kikimore. Dans l'univers de The Witcher, la créature ressemble à une sorte d'araignée géante, avec une peau noire desséchée et des yeux vitreux. C'est une créature qui vit en colonie, comme les fourmis, avec une reine, des ouvrières et des guerrières. Les guerrières se chargent de défendre la colonie, bien sûr, et les ouvrières se chargent d'aller chasser des proies pour les ramener au nid. Celles que vous auriez donc le plus de chances de croiser seraient donc des ouvrières. Et vous avez de la chance parce que ce sont les plus faibles. Après, le mot faible ne veut pas dire que vous pourriez les battre. Vraiment, vous sentez pas pousser des ailes. Quoique théoriquement, ça serait possible, si elles ne se déplaçaient pas en groupe. Et je peux vous assurer que dès que vous en croisez une, la meilleure chose à faire, c'est de fuir. Mais il est très rare que cette simple technique suffise à assurer votre survie. Tout simplement parce que, même si elles sont les plus faibles en termes de combat, eh bien les ouvrières restent quand même beaucoup plus agiles et véloces que les guerrières elles-mêmes. Et au vu de leur taille, un simple coup de patte dans la tronche suffirait à vous arracher la tête. Et pourtant, cette image terrible que nous donne l'univers de The Witcher est très loin de représenter le vrai visage de la Kikimore. Dans la mythologie slave, notre créature est plutôt une espèce d'esprit de maison. On la présente même parfois comme l'épouse du domovoi, une espèce d'esprit de maison qui s'occupe du feu, de la protection de la maison et de ses habitants. Mais on va revenir à celle qui nous intéresse de base. La Kikimore est donc un esprit de maison, mais malgré cette image de femme du domovoi, eh bien, elle est totalement l'inverse, et elle n'est pas forcément bien vue. Car en effet, selon certaines anciennes traditions slaves, les femmes devaient s'habiller et se coiffer d'une certaine manière. Les mariés devaient les couvrir et les jeunes filles devaient les tresser. Et la Kikimore, quant à elle, les a toujours détachés et plutôt pouilleux. De plus, on la représente souvent comme petite, bossue et très mal habillée. Son rôle, elle, ne serait pas vraiment de s'occuper des personnes du foyer, mais plutôt de s'occuper des tâches ménagères plutôt ingrates, comme s'occuper de la basse-cour et vérifier que la maison est bien tenue. Et dans le cas contraire, si la maison n'est pas bien tenue et si les tâches domestiques ne sont pas bien faites, il se pourrait qu'elle vienne chatouiller les pieds des enfants en pleine nuit jusqu'à les faire pleurer. Et au-delà de ça, elle est aussi capable de faire des petits bruits partout dans la maison, des grincements, des craquements de bois. Elle est même capable de laisser des traces d'eau au sol, tout ça pour faire péter un câble aux personnes de la maison. Et c'est pourquoi, afin de la garder calme et apaisée et éviter tous ces petits désagréments, il est préférable de laver les pots et les casseroles de la maison et de garder tout propre. D'autres histoires racontent même que la Kikimore domestique est plutôt l'ennemi du domovoi, car elle est son antipode naturel. Elle fait toujours les bruits dont je vous ai parlé, mais aussi plein d'autres farces, comme se jeter sous les pieds des habitants pour les faire tomber, comme une espèce de chat qui passe et qui fait des roulés-boulés, juste pour vous faire tomber et vous casser les couilles. Et elle s'amuse également à vous jeter des oignons pourris en pleine gueule. Tout ceci pour énerver les habitants de la maison, pour s'assurer qu'ils partent le plus vite possible d'énervement. Pour se débarrasser de sa présence, il faudrait apparemment retrouver une petite poupée dans la maison, une petite poupée en chiffon, et la brûler. La comparaison entre la réelle Kikimore et celle de l'univers du sorceleur est quasi impossible à faire. Il n'y a rien qui les unit, mais ça n'empêche pas de les apprécier toutes les deux. Le Sylvain. Le Sylvain n'est pas vraiment une créature qui a marqué les esprits au cours de cette première saison. Et pour cause, les effets spéciaux par rapport à sa gueule étaient quand même assez catastrophiques. Mais on n'est pas là pour le cracher, on est là pour le bestiaire, ok? Donc on zappe ça. Le Sylvain, aussi appelé le bouc-à-vicorne, est une créature mi-homme, mi-bouc ou chèvre, et est d'une grande rareté. Et si son apparence a parfois l'air médiocre, on va pas se mentir, il ne faut pas sous-estimer sa force. Déjà parce qu'avec un coup de sabot bien placé, vous redonneriez votre petit-déj au sol, mais aussi parce que n'importe lequel d'entre eux, rien qu'avec ses bras, serait capable de vous faire valdinguer sur plusieurs mètres. Et on ne parle pas de ses cornes.
Toujours en contradiction avec son apparence qu'on pourrait penser sans danger, il faut quand même éviter d'avoir des contacts sociaux avec eux. Au-delà du fait qu'ils aiment faire des farces de mauvais goût et qu'ils disposent de tous les défauts des êtres humains, et c'est la seule chose sur laquelle on peut avoir un point de comparaison avec eux, sans non plus chercher à vous tuer, les Sylvains restent quand même des créatures méfiantes et surtout perfide et manipulatrice. L'un d'eux se fait même appeler le Tout-Puissant. Ah bah ouais, l'ego ça les étouffe pas vraiment. Ce Tout-Puissant, éreinté et accablé par tout ce que le monde avait de mal à offrir, s'est réfugié aux confins de la région de Velen, a profité de son don naturel de manipulation pour faire en sorte que les habitants du coin le vénèrent et surtout le craignent comme une divinité. Une divinité qui aurait le pouvoir de vie ou de mort sur l'entièreté de leur population. Profitant de son emprise sur eux, il faisait en sorte d'accumuler les meilleurs mets et richesses que les habitants du coin avaient à lui offrir. En prétextant que si leurs offrandes n'étaient pas assez bien, il les maudirait sur plusieurs générations. Mais si on s'intéresse plus à la mythologie qu'on a dans notre monde, on pourrait facilement comparer le Sylvain et le Satyre ensemble. Déjà par le fait qu'ils se ressemblent énormément, mais également par certains de leurs comportements. Déjà par leur attrait pour l'alcool, ainsi que leur paresse, car le Sylvain, tout autant que le Satyre, s'ils le peuvent, n'hésiteront pas à vous faire travailler à leur place. Parce que bon, faut pas déconner, mettre la main à la pâte, c'est fatigant, donc voilà, au bout d'un moment, si quelqu'un peut le faire à sa place, autant en profiter. Une autre comparaison possible serait également celle avec le dieu Pan, qui présente également beaucoup de similitudes physiques avec le Sylvain. Mais au-delà du physique, on trouve également une psychologie liée à la panique. Et c'est d'ailleurs de ce dieu que vient le mot panique. Étant donné que les deux se complaisent à avoir des comportements peu bienveillants, allant jusqu'à pousser leurs victimes à des crises d'hystérie et de panique. Alors bien sûr, le dieu Pan est bien plus que ça, et le christianisme a bien aidé à lui donner une mauvaise image. Mais ça, c'est pas vraiment le sujet de l'épisode, et peut-être qu'on en reparlera plus tard, sait-on jamais, ou peut-être pas du tout, vous attendez à rien. Parce que de toute manière, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était le Sylvain. La Strige. Ah, la Strige. Une créature que j'adore, et dont on a déjà parlé il y a plusieurs années sur la chaîne. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo qui a extrêmement mal vieilli. Ou alors vous contenter de ce que j'ai à dire maintenant, en attendant que je fasse un petit remake prochainement. La Strige donc est une créature femelle, pour la simple et plus ou moins bonne raison que leur naissance est due à une malédiction touchant les femmes. Dans la série, autant que le livre ou le jeu, la première Strige que l'on rencontre n'est autre qu'une princesse, Ada la Blanche. La malédiction lui a été imposée par un homme épris de sa mère qui avait une relation incestueuse avec son propre frère, le roi Foltest. Malheureusement, celle-ci succombe à l'accouchement et Ada est enterrée aux côtés de sa mère. Pendant 7 ans, elle se nourrit de son corps, jusqu'à ce que ce dernier ne lui suffise plus et qu'il faille qu'elle sorte un petit peu la nuit, principalement les nuits de pleine lune, là où elle est la plus puissante, pour aller se nourrir ailleurs. C'est ainsi que la créature sort de son tombeau maudit, se traînant à 4 pattes, les doigts ornés de griffes tranchantes et avec une peau noire et luisante de crasse. Elle se met à chercher des victimes qu'elle pourrait déchiqueter avec des dents aiguisées qui parcourent une gueule qui va d'une oreille à une autre, comme si son visage n'était fait que de ça. Et vous le savez peut-être, il est possible de faire en sorte qu'une Strige redevienne humaine en levant l'envoûtement qui est lié à son existence abominable. Mais rien ne dit que la personne désenvoûtée retrouvera ses capacités psychologiques qu'elle aurait dû avoir à la base, à son existence humaine, forcément venant de l'impact d'une vie de malédiction. Mais il y a également beaucoup de choses à dire sur la Strige et son lien avec la mythologie. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo dont je vous ai parlé, et on en reparlera plus tard. Donc vous avez le choix, soit vous attendez, soit vous allez la voir tout de suite. Le Kralash. Cette créature, dont peu de monde connaît grand chose finalement, a été créée uniquement pour la série. Ce qui veut dire qu'on n'a quasi aucune trace écrite sur ses origines et son histoire, ou même son comportement. Simplement des observations. Beaucoup de personnes ont essayé de théoriser sur le fait qu'il s'agissait peut-être d'une version miniature de certaines créatures, comme l'hydre ou la Kikimor. D'autres pensent qu'il s'agirait d'une sorte de créature chimère, effrayante comme celle créée par Dagobert Sula, qui se nomme d'ailleurs l'Épouvanteur, en raison de son corps apparemment modifié et recouvert de métal pour devenir une arme à part entière, et ainsi mieux servir l'assassin pour qui elle agit. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune autre information plus précise que son nom n'a été donnée. Le Doppler. Le Doppler est une créature fascinante par son pouvoir inné qui est de changer de forme. Cette créature est parfois d'ailleurs dénommée changelin, changeur, doubleur, pauvrasse ou encore mime. Vous vous doutez donc facilement que le Doppler se transforme en la personne qu'elle rencontre. Elle devient son double et pas simplement en apparence. En effet, même les vêtements, le matériel, l'armement que porte la personne rencontrée à ce moment-là est doublé pour être intégré au Doppler. Encore au-delà de ça, c'est même la psychologie et les souvenirs de la personne en face que le Doppler récupère. C'est une copie conforme.
si parfaite qu'aucun médaillon ou amulette n'est en capacité de distinguer le vrai du faux. Bien sûr, on se doute que ce genre de pouvoir implique énormément de responsabilités. Non, ça vient d'ailleurs. Et que n'importe qui pourrait l'utiliser à ses fins pour commettre toutes sortes de larcins ou de crimes. Mais bien heureusement, ce n'est pas vraiment dans la nature de base du Doppler. Au contraire, ce sont plutôt des êtres timides et même bienveillants. Et c'est ce qui les rend si particuliers. Seulement, comme je vous l'ai dit, en prenant l'apparence d'une personne, ils prennent aussi ses traits de personnalité. Il arrive donc que certains ne fassent plus la différence entre l'esprit qu'ils ont copié et leur propre esprit. De ce fait, en étant en contact avec des personnes qui ont de mauvaises intentions, il se peut que cette personnalité prenne le dessus et les pousse à commettre des choses pas très jolies, des actes qui ne leur seraient jamais venus en tête auparavant. Il arrive aussi que certaines personnalités profondément sombres et tordues se révèlent être tellement à l'inverse de la leur que leur corps les rejette carrément, jusqu'à les rendre physiquement malades comme s'ils venaient de toucher de l'argent. Et oui, si vous vous posiez la question, comme beaucoup de créatures non humaines et presque quasiment toutes, le Doppler est donc sensible à l'argent. Le simple toucher de l'argent permet de le retransformer en lui-même et de faire interrompre la transformation quasi instantanément. Mais en se reliant plus à la mythologie et principalement la mythologie germanique, le Doppler tient son nom du Doppelganger. Cette créature issue de folklore remontant au 2e ou 3e siècle possède quasi tous les attributs de son homonyme au nom raccourci, allant de la copie physique jusqu'à la copie psychologique de sa victime. Mais effectivement, je parle bien de victime, car cette créature est, contrairement au Doppler, de nature très vicieuse et machiavélique, car elle garde toujours sa conscience après la copie et elle l'utilise pour pouvoir tourmenter les proches de sa victime, en devenant littéralement son alter ego maléfique. Certaines croyances rajoutent même que quelqu'un de qui le Doppelganger a pris la place est voué à mourir prochainement, car sa présence à cette créature est fortement signe de mauvais présage. Le djinn. Les djinns, aussi appelés génies, sont des entités gorgées de magie. Ils en représentent une telle concentration qu'ils sont à même de réaliser quasi tous les vœux, même les plus farfelus. Mais attention, comme le commun des mortels, même la plupart des plus puissantes personnes qui existent ne peuvent avoir droit qu'à 3 vœux. Et une fois que le dernier est prononcé et réalisé, l'entité est alors libérée de cette tâche l'emprisonnant. Mais il y a bien une personne qui a réussi à obtenir bien plus de 3 vœux pour servir ses sombres désirs. Il s'agit de Geoffrey Monk, un mage très puissant qui avait réussi à enfermer plusieurs djinns dans des boîtes scellées, afin de les utiliser successivement après que 3 vœux aient été prononcés. Bien sûr, il est quasi impensable qu'une créature aussi puissante que le djinn accomplisse 3 vœux comme ça gratuitement par bonté de cœur. Soit vous trouvez une bouteille où il est enfermé et scellé, et alors son seul moyen d'être libéré est d'accomplir ces 3 vœux, soit vous le combattez et vous le scellez vous-même pour que, du coup, pour retrouver sa liberté, il vous fasse 3 vœux quoi. Et bien sûr, ce n'est pas une chose aisée que de le combattre, car au-delà d'être une entité capable de maîtriser quasi tous les sorts, comme je vous l'ai dit, elle est extrêmement puissante, et en plus de ça, elle est de l'élément air. Et qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement qu'elle est capable de créer des orages, des tempêtes, de la grêle, et donc de vous repousser aussi facilement qu'une brindille. Et quand je dis ça, ce n'est pas un euphémisme. Plusieurs personnes qui ont essayé de combattre un djinn sont mortes sur le coup. Un seul coup suffit à vous tuer. Au-delà du fait que pendant ce combat, elle pourrait faire des ravages et détruire une ville entière sans aucun souci. Dans la mythologie, on retrouve cette image de génie apportée au djinn, mais également plusieurs choses et mythes différents, comme par exemple le djinn amoureux. Une entité qui se lie à une personne, la possède de l'intérieur et qui veut le faire sur la durée. Quand on dit amoureux dans sa dénomination, on ne parle pas de l'amour qu'on connaît, l'amour avec le love et tout, la romance, etc. Non, c'est mort. Mais on parle plutôt d'une appartenance. Et la victime devient pratiquement l'objet du djinn, faisant d'elle sa propriété et voulant la garder sous son contrôle aussi longtemps que possible. Mais comme pour la Strige, il y a une petite vidéo où je vous en parle. C'est une vidéo qui parle du succube à la base, mais on aborde le sujet du djinn amoureux. Donc pareil, vous pouvez soit voir cette vidéo, soit attendre un possible remake qui soit n'arrivera pas, soit arrivera dans plutôt longtemps. Voilà, c'est cadeau. Lyrica. Lyrica est une créature très rare car elle est en voie d'extinction à cause de la surchasse de son espèce, à tel point qu'on l'estime aussi rare, voire plus rare encore qu'un dragon. On ne saurait vraiment comment expliquer leur progressive disparition, si ce n'est à cause de cette surchasse dont je vous parle. Du fait que ce mammifère soit particulièrement hideux pour certains, eh bien il n'en reste pas moins inoffensif, sauf si vous vous approchez de quelque chose ou quelqu'un à qui il tient. Et cette incapacité à être naturellement méchante ou agressive, malgré son agilité et sa force naturelle ainsi que sa grande taille, est également sa plus grande faiblesse. Car pour la plupart des humains puants en quête de gloire et de satisfaction, une satisfaction meurtrière bien sûr, l'apparence d'une créature suffit à être une raison valable pour s'en prendre à sa vie. Et malgré la menace que notre espèce représente pour eux, les Irikas ne se défendent quasi pas quand on les confronte, rendant la tâche d'autant plus facile pour les sous-races qui s'en prennent à eux. Il arrive même que certains cherchent le contact humain, timidement bien sûr,
afin de quémander un peu de nourriture ou alors même dans certains cas simplement de chaleur, de compassion et de petits moments de douceur simplement, allant jusqu'à produire des sons qui ressemblent à ceux d'un chat qui ronronne. Mais bien sûr, leur nature sauvage les rappelle vite et ces instants sont de courte durée. Ils ne sont jamais voués à durer pour l'éternité malgré l'attachement qu'on peut ressentir pour eux. Un petit peu comme les raccoons dont on voit plein de vidéos dans des maisons ou des mimes qui le représentent et au final beaucoup de gens les domestiquent alors qu'ils ne devraient pas du tout et ils finissent par péter un câble et faire réellement des crises d'hystérie pour retourner à leur état naturel. Mais ça, bon bref, c'est un autre sujet. C'était important d'aborder pour moi parce que je suis amoureux des raccoons et voilà, il fallait que je le cale quelque part, désolé. Les dragons dorés et verts. Dans un des épisodes de la série, vous pourrez voir des créatures qui sont bien propres à tous les univers fantasy qui existent. Une créature qui sert d'emblème, de drapeau et même de mascotte au genre. Je parle bien évidemment des dragons. De toute façon, je l'avais dit juste avant. Et dans l'univers du sorceleur, ils sont présents sous plusieurs espèces que l'on différencie en fonction de plusieurs couleurs. Dans la série et les livres dont sont issus la nouvelle Les Limites du Possible, vous pourrez voir deux races, le dragon vert et le dragon doré. Le dragon vert est l'espèce la plus petite. Certains spécimens peuvent ne pas être plus gros qu'un cheval, et les plus grands ne dépassent pas 5 mètres. Quoique 5 mètres c'est quand même bien assez grand finalement. Il est d'ailleurs intéressant de noter que leurs écailles ne sont pas vraiment vertes, mais plutôt grisâtres, et que la lumière dessus fait des reflets verts. Les dragons verts, comme tous les dragons, sont assez rares à trouver car vivent dans des endroits assez escarpés, logés dans des grottes inaccessibles au commun des mortels. Ils sont de nature assez craintive, d'où leur habitat. Ils font en sorte de vivre le plus éloigné possible de la vie des hommes, ou de toute chose qui pourrait être dangereuse pour eux. Bien sûr, comme tout mammifère, ils pourraient se montrer assez agressifs si on se rapproche de leur nid, surtout s'il y a des œufs à l'intérieur. Mais dans tous les cas, si vous en rencontrez un, il est toujours préférable de fuir, parce qu'il ne faut pas oublier que ces créatures, au-delà de leur petite taille, restent quand même capables de cracher du feu, de la vapeur ou du poison, en plus d'avoir une force et une agilité de fou malade. La deuxième race dont je vous ai parlé, c'est le dragon doré, le plus rare de tous. Et là on tape fort avec cette créature parce qu'au-delà d'être la plus rare de tout l'univers, eh bien, elle est tellement rare que certaines personnes pensent qu'elle n'a jamais existé, que c'est plutôt un mythe. Au-delà de cette rareté qui tend à faire penser que cette créature n'est qu'un mythe, ou tout simplement éteinte, on peut également se pencher sur leur pouvoir. Comme tous les dragons bien sûr, ils sont dotés d'écailles extrêmement solides et résistantes, d'aptitudes physiques incroyables, de celles de voler, et également de cracher d'énormes flammes. Mais ce qui les rend si uniques, c'est leur pouvoir de transformation. En effet, ces dragons, tous de reflets d'or vêtus, sont aussi capables de se transformer en n'importe quelle autre créature selon leur volonté, y compris les humains, leur laissant donc la possibilité, peu importe leur forme, d'intégrer la population qu'ils souhaitent et de passer inaperçus. Ce qui pourrait fortement expliquer pourquoi on pense qu'ils ont disparu ou qu'ils n'ont jamais existé. Et j'ai même encore un bonus vidéo si vous kiffez les draconides, juste là, la vidéo qui parle de la vouivre et des wyvernes. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. La goule. Quand on entend le mot goule, on pense tout de suite à une créature hideuse, avec des penchants macabres, dégueulasses, avec des doigts limite cassés, avec des griffes qui sont pleines de terre, de bactéries, une bouche baveuse et dégueulasse. Et on a raison. Ah ouais, on a totalement raison, une goule c'est ça. La goule est certainement une des créatures les plus dégueu qui existent. Elles se nourrissent de chair humaine, mais pas crues comme ça. Une fois qu'elles ont une ou plusieurs proies, elles se chargent bien sûr de la tuer en la déchiquetant, avec leurs dents et leurs griffes dégueulasses. Mais après les avoir tuées, ces sombres bestioles ne les bouffent pas tout de suite. Oh que non. Pour mieux apprécier la chair de leurs victimes, elles préfèrent les stocker dans des caves, sous terre, etc. Enfin, partout où on peut les stocker et où il y a plein de moisissures qui peuvent se développer, et elle les laisse pourrir. Ce n'est qu'une fois la viande bien putréfiée, à tel point qu'elle laisse échapper une odeur qui flanquerait des frissons à la mort elle-même, qu'il est l'heure de la déguster. Les conseils les plus précieux que vous pourrez obtenir afin de vous protéger de ces ignobles créatures, c'est de ne pas vous déplacer sur les chemins boueux ou qui passent à côté des cimetières lors des nuits de pleine lune, car c'est à ces endroits-là et ces moments-là qu'elles sortent le plus pour chercher des proies, usant de stratagèmes de surprise allant jusqu'à se cacher sous terre ou des petits tas de feuilles pour contrer leur force plutôt médiocre. Vous pourriez éventuellement survivre si une seule goule vous attaque en vous mettant à courir le plus vite possible, mais comme la Kikimor, la goule ne chasse jamais seule. Et quand il y a une meute qui vous entoure, bah vous êtes dans la merde, vraiment, voilà, vous êtes dans la merde de ouf. Une question très importante à aborder, au-delà de comment ne pas la rencontrer, c'est comment la tuer si jamais vous en rencontrez une. Et comme vous commencez à le savoir, quasi toute créature non humaine est sensible à l'argent, donc déjà vous avez une piste. Mais la goule est une créature tellement sombre et putride qu'elle est sensible au feu et à la lumière. Et c'est presque logique étant donné que ces créatures sont des parasites froids, presque les plus sombres qui soient. Il est naturel que la lumière pure et la chaleur
soit leur plus grande faiblesse. Armez-vous de votre meilleur glaive en argent, du meilleur brasier que vous pourriez faire et de la meilleure lampe torche, et appâtez tout ça sur leur sale tronche. Bon, cet épisode était assez particulier parce qu'il y avait plusieurs formats sur lesquels se pencher, vu que l'univers de The Witcher c'est des jeux vidéo, des livres et du coup maintenant une série. Il y a même des BD qui sont sortis et plein de choses, plein de jeux de rôle aussi qui sont sortis. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses à récupérer comme information et à centrer sur une seule vidéo. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si je l'ai bien fait, si vous avez bien aimé, parce que moi j'ai pris déjà beaucoup de temps, mais surtout un grand plaisir à vous écrire et vous faire tout ça. Bien sûr, je pourrais pas faire ça à chaque épisode du Bestiaire, donc le prochain sera plutôt tranquille. Et après, on verra si on attaque une nouvelle trilogie comme on avait fait pour les créatures japonaises, ou si on attaque une nouvelle série, film, ou en tout cas un nouvel univers, ou simplement une créature à part entière, pour pouvoir vous proposer de nouveaux chapitres du Bestiaire et remplir tout ce que vous pourriez savoir sur les créatures qui composent le monde. Comme d'habitude, n'oubliez pas l'abonnement, le partage, le commentaire, le like. Et écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois.